Et donc, ça a été le plus grand challenge pour nous, de faire comprendre aux gens que l'âge ne nous empêche pas d'atteindre ce que nous voulons faire. Il y a des appartements qui nous avaient été refusés parce qu'on était trop jeunes. Le fait que ça ne marche pas fait partie des éventualités. Mais même si ça ne marche pas, on ne va jamais abandonner jusqu'à ce que ça marche. L'entrepreneur pense toujours à des projets qui dépassent ses revenus. On ne dira pas impossible, mais vraiment très difficile d'avoir un financement bancaire parce que tu n'as pas de preuves. La banque s'appuie sur des preuves concrètes, des garanties financières. Bienvenue dans Vingtaine d'Audace, le podcast qui célèbre celles et ceux qui, dans la tempête comme dans l'élan, ont choisi d'oser. À l'âge des premiers doutes, des premiers questionnements, des grandes premières fois, ici on tend le micro à ces jeunes vingtenaires, à ces audacieux qui ont décidé de tracer leur propre voie. Carriéristes, entrepreneurs, artistes, bâtisseurs de rêves, chaque épisode est une rencontre, une confidence, un moment suspendu pour parler d'échecs, d'élan, de succès et surtout d'audace. Bienvenue dans cette traversée. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de l'un de ces jeunes qui agissent et bâtissent, l'un de ceux dont les idées ne restent pas dans les carnets. Nous allons à la rencontre de Dao Madou, jeune entrepreneur, diplômé en informatique et fondateur de IT Synergie. Il lance en 2020 Résidence IT, qui est un concept de logement d'étudiants et de jeunes actifs. Son concept, mettre à disposition d'étudiants et de jeunes actifs des appartements entièrement meublés, équipés et connectés, proches des centres d'intérêt et des campus. Parti de 18 résidents, aujourd'hui le projet compte plus de 150 résidents et son objectif à court terme, c'est de l'étendre à toute l'Afrique et à la sous-région. Je n'en dirai pas plus, il aura le temps de vous en dire davantage. Alors, bienvenue Dao. Déjà, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait énormément plaisir de te recevoir sur mon plateau. Toute l'équipe est contente de te recevoir. J'ai un petit peu parlé de ton parcours, j'ai un petit peu donné ce que je sais de toi, mais étant toi-même présent, on va te laisser te présenter. Dao Madou, c'est qui en fait? Ok, déjà merci bien à Vingtaine d'Audace pour l'opportunité que vous nous accordez. Et donc, je suis Madou Dao, fondateur de IT Synergie, promoteur de Résidence IT, jeune entrepreneur. Alors, on va parler de ton parcours. J'imagine que tu en as un petit peu idée. On va parler de ton parcours. On va beaucoup parler de IT Résidence et IT Synergie. Et la première question qui me vient déjà, c'est pourquoi IT Synergie? Pourquoi ce nom? Et qu'est-ce que c'est IT Synergie? D'accord. Déjà parlons du parcours. Disons que le projet Résidence IT a commencé depuis très longtemps. Lorsque j'étais déjà en classe de première, j'étais déjà impliqué dans tout ce qui est commerce et qui nous a permis d'avoir le background nécessaire en termes de vente, de management. Et par la suite, lorsque nous avons été orientés après les études supérieures à une école d'informatique dont nous ne dirons pas le nom, voilà. Et c'est là que l'idée est venue. Nous avons constaté un problème sur le terrain qui était que la plupart des jeunes de notre âge peinaient à trouver des appartements adaptés à leurs besoins pendant et après les études. D'où l'idée du projet Résidence IT. Le concept IT qui s'ajoute dessus est de pouvoir associer l'innovation à l'ensemble des projets que nous faisons. D'accord, merci bien. Je comprends un peu plus et je pense que tout le monde comprend un peu plus aussi. Mais alors, synergie, c'est quoi? C'est la synergie, l'ensemble de quoi exactement? Ok, synergie, comme le mot l'indique déjà, la synergie, c'est de pouvoir mettre ensemble différents talents de différentes personnes afin de pouvoir atteindre un objectif commun. Je vois. En vrai, ce qui me frappe déjà dans ton parcours, c'est que l'idée vient de très tôt. Tu parles déjà de quand tu es au lycée, de quand tu es en première, et l'idée IT Résidence te vient à l'esprit. Ce que j'aimerais savoir, est-ce que c'est la toute première idée de projet qui te vient, ou alors dès le bas âge, on est en face d'un jeune enfant qui est rempli d'idées de projets? D'accord. Disons comme tout entrepreneur est une succession d'idées, d'échecs, d'expériences. Et donc, c'est un ensemble d'expériences du passé qui permet de mettre à bien ou de mener à bien un projet donné. Ça veut dire qu'avant ça, ou après quand même, tu as essayé avec d'autres projets, il y a eu quoi comme autre projet? On a fait la vente de vêtements. On a fait également, tout était dans le domaine de la vente qui est une qualité primordiale pour tout entrepreneur.
Parce que quoi qu'on fasse, on va vendre soit un service ou un produit. Et moi, j'ai envie de te demander comme ça directement, est-ce que ton parcours académique sera fonction de tes ambitions en termes de projet, ou alors il y a quand même un changement de direction? Est-ce que tu trouves le moyen d'adapter, de les réunir en fait? Déjà, le parcours académique n'a rien à voir avec les projets qu'on veut mettre en place. Voilà. Très bien dit. Parce qu'il y a la compétence qui s'acquiert en apprenant. Donc, peu importe le projet qu'on veut mettre en place, il suffit d'apprendre dans le domaine de ce projet-là. L'avantage avec un parcours IT, un parcours informatique, c'est qu'il permet en fait d'ajouter une dose d'innovation dans tout ce qu'on fait. Je suis bien d'accord. J'aime bien ce que tu as dit quand tu as dit que les parcours entrepreneuriaux, enfin les parcours académiques n'étaient pas directement liés à nos projets entrepreneuriaux. Je pense que c'est quelque chose qu'on devrait aussi faire savoir justement à nos téléspectateurs, à ces vingtenaires qui se posent des questions, qu'on n'est pas nécessairement obligé de continuer dans la direction des études qu'on a menées. Il suffit juste de mener à bien son projet. On a parlé un petit peu d'échecs. Tu as parlé déjà de la vente de vêtements qui n'a pas autant donné que IT Résidence. Du coup, moi, j'ai envie de te demander, est-ce que dans la conduite du projet IT Résidence, tu rencontres des échecs quand même qui, à certains moments, vont te faire te dire qui m'a envoyé en fait? Pourquoi est-ce que je me lance dans ces choses-là à ce jeune âge? Donc, déjà, disons qu'en termes d'entrepreneuriat, il n'y a pas vraiment d'échec. Voilà. Il y a des expériences qu'on acquiert, peut-être des étapes qu'on dépasse. Par exemple, la vente te permet d'acquérir un certain nombre de compétences que tu vas peut-être le mettre à bien dans d'autres projets qui te tiennent plus à cœur, d'autres projets que tu as entamés. La plupart des entrepreneurs n'ont pas qu'un seul projet en tête. On a une succession de projets. On peut commencer par un projet A, mais on a une vision qui est peut-être de l'étendre à d'autres secteurs. Voilà. Donc, disons qu'il n'y a pas vraiment eu d'échec. On a quand même connu des défis qu'il fallait relever. Par exemple, dans le projet Résidence IT, le premier défi qu'on a rencontré, c'était déjà comment à notre âge, on aurait pu convaincre les différents bailleurs de pouvoir mettre par exemple à notre disposition certains biens immobiliers. Là, c'était l'un des premiers défis que nous avons rencontrés. Ensuite, réunir les fonds pour réaliser un projet. Étant par exemple en licence 2, pour un jeune qui avait environ 21 ans, ce n'était pas évident d'avoir 3 millions pour réaliser un projet qu'on avait en tête. C'est sûr. Voilà, donc il fallait vraiment des expériences passées, surtout comme je l'ai dit, des expériences passées, bénéficier aussi de la crédibilité des proches, comme on dit, les love money, les premières personnes qui vont nous accorder leur bien parce qu'ils nous aiment, pas parce qu'on est des entrepreneurs ou pas parce qu'ils ont quand même vu certains résultats, mais ce sont des proches qui nous accordent cette crédibilité-là parce qu'ils nous aiment. Je vois, j'aime de plus en plus ce que tu dis, je sens que ça sera un échange enrichissant, mais du coup on revient directement à la question du financement. Pour la plupart des entrepreneurs, ils ne se lancent pas réellement pour la question du financement. C'est le prétexte que tous vont sortir, je n'ai pas les fonds. Donc comment est-ce que toi tu finances ça? Tu n'as pas 3 millions, tu as 21 ans. Tu finances ton projet comment? Je pense que c'est l'âme même de l'entrepreneuriat qui est là. On a toujours des projets qui dépassent nos moyens. Un entrepreneur qui n'a pas de projet qui dépasse ses moyens, c'est qu'il ne rêve pas grand. Voilà. Et donc, comment est-ce qu'on devait procéder? Lorsqu'on a déjà fait une étude de terrain, on a vu que les proches qu'on avait approchés pour leur parler de ce projet-là, ils avaient l'air quand même bien intéressés, qui trouvaient que c'était un bon projet auquel ils voulaient participer. C'est ce qui a été l'étude de terrain pour nous. Donc, on a vu qu'il y avait la clientèle. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on a fait après avoir identifié cette clientèle-là? On a fait une communication. La clientèle qui avait été identifiée, c'est sur un petit segment et on a fait une communication sur un segment nettement plus grand. Et on a constitué une liste de réservations. Et cette liste de réservations-là nous a permis de savoir qu'on a tel nombre de clients qui sont par exemple au nombre de 20 ou de 25. Donc on savait qui devait acheter notre produit. On savait quel était le produit qu'on voulait offrir. Donc maintenant, la dernière étape consistait à mettre effectivement la main sur le produit. Donc pour réunir les fonds, comme on l'a dit tout à l'heure, on a procédé d'abord par la première étape qui sont les love money. Les personnes qui peuvent nous accorder leur bien par amour pour nous parce qu'ils sont nos proches, qui est la première source de financement accessible par tout le monde. Par exemple, un frère peut
te donner un petit crédit, la famille peut te donner un petit crédit, des personnes qui te connaissent. Ils ne te donnent pas parce que tu as une garantie et tout ça, mais ils te donnent parce qu'ils te connaissent, parce qu'ils t'aiment. Donc ça, c'était une première étape. Voilà. Et c'est sur ça que nous avons beaucoup misé. Et ensuite, les clients même qui sont intéressés par ton produit. Quand tu es une personne de crédible, voilà pourquoi dans l'entrepreneuriat, l'une des plus grandes caractéristiques à avoir, c'est la crédibilité. Donc les personnes qui étaient adhérents à ce projet, qui sont les clients, ils avaient besoin de crédibilité. Est-ce que celui-là, on pouvait lui donner notre argent et recevoir ce que nous avons demandé? Voilà. Donc, pour dire, la majeure partie du projet a été financée par ces deux méthodes-là. C'est-à-dire l'argent des clients et l'argent des proches. C'est quand même assez risqué, je trouve, un peu. Mais justement, c'est tout ça qui est l'audace. Hein. C'est audacieux d'agir de la sorte, de déjà lister ses clients, donc par précommande, de recevoir l'argent de ces clients-là, et puis de se lancer maintenant dans la quête de l'appartement. Sachant qu'on n'a pas la crédibilité de ces bailleurs, de ces propriétaires qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève en fait. Mais moi, je remarque dans la structuration de ton projet, dans la conduite de ton projet, assez de rigueur, comment je vais dire ça, d'expertise limite, j'ai envie de dire. Est-ce que la conduite de ce projet-là a été aussi la mission de, je sais pas moi, d'un mentor, d'un accompagnateur senior qui va t'aider à mener à bien ton projet? Comme la plupart des entrepreneurs, on apprend sur le terrain. Voilà, on apprend sur le tas. Ce n'est pas comme si, à la base, on était des promoteurs immobiliers. Voilà. Donc, mais nos expériences passées et en mettant en place le premier prototype, nous recevons des retours, que ce soit des retours textuels, des retours verbaux, ou bien, je vais dire, en tout cas, dans toutes les circonstances, on reçoit des retours sur le terrain. Voilà, les difficultés qu'on rencontre, ce sont des retours. Les remarques qu'on reçoit, ce sont des retours. Et ces retours-là, lorsque nous sommes attentifs, nous permettent de corriger et d'améliorer le projet au fur et à mesure. Donc, je pense que l'un aussi des atouts de l'entrepreneur, c'est d'être à l'écoute des retours qu'on reçoit. Totalement, totalement. Il y a une autre question qui me revient. Ça devient vite une question-réponse, mais il faut dire que c'est un projet beaucoup plus profond que ce que je pensais. Parce que vu de l'extérieur, nous, on n'a pas la capacité en fait de cerner vos idées de projet à vous les entrepreneurs. On ne voit que il met à disposition des étudiants des logements. Mais derrière, il faut trouver ces logements, il faut être assez accrédité pour que des personnes vous confient leurs appartements à des jeunes, à plusieurs jeunes. En général, les propriétaires, ils tiennent à l'état de leurs appartements en fait. Donc, il y a quand même pas mal de challenges et de défis derrière, même. J'ai un peu envie qu'on parle au-delà de l'audace, du concret dans les défis. Est-ce que tu te souviens d'anecdotes, de challenges, les plus grandes difficultés que tu as vécues dans la mise en place de ce projet en fait? D'accord. Donc déjà, disons pour la réalisation d'un projet entrepreneurial, il faut une vision. Voilà, il faut une vision assez grande. Et c'est cette vision qui te permet de prendre tous les risques qu'il faut. Tous les risques qu'on doit prendre. Donc, en termes de crédibilité, par exemple, lorsque nous avons eu à approcher nos premiers bailleurs pour travailler avec eux, je me rappelle bien qu'il y a des appartements qui nous avaient été refusés parce qu'on était trop jeunes. Voilà, on m'a estimé trop jeune pour pouvoir être à la hauteur de payer, d'être crédible financièrement. Voilà, et donc après, quand on a constaté ce problème, on a vu qu'il fallait quand même une certaine maturité lorsqu'on approche les différents bailleurs, surtout dans le domaine de l'immobilier où on sait que les prix des différents articles immobiliers sont assez élevés. Voilà, donc il fallait quand même se constituer cette carapace de maturité-là avant d'approcher les bailleurs qu'il faut. Et donc ça a été le plus grand challenge pour nous, de faire comprendre aux gens que l'âge ne nous empêche pas d'atteindre ce que nous voulons faire. D'accord. J'ai d'autres questions du coup. Toujours dans la conduite du projet, c'est un grand projet. Aujourd'hui, on passe de 18 résidents à 150 étudiants. Ça fait beaucoup de personnes à gérer. Et c'est vrai que tu n'es pas tuteur de ces personnes que tu loges. Tu les loges à même titre que le propriétaire te loue son appartement, donc tu n'es pas tuteur légal, mais tu as quand même 150 étudiants à disposition. Est-ce que tu as des garanties, des assurances en cas de sinistre? Comment tu gères? D'accord. Donc disons déjà que le projet Résidence IT se veut un projet de co-living. Voilà, le co-living,
c'est de permettre à des personnes de vivre ensemble en toute fraternité et se sentir comme s'ils étaient chez eux en famille. Voilà, des personnes peut-être qui sont d'horizons diverses et d'origines différentes. Et donc, c'est sur cet aspect de famille-là que nous nous appuyons afin de pouvoir gérer toutes ces personnes. Donc, ce qui rend la gestion un peu facile pour nous, parce qu'avec le digital que nous essayons d'inclure dans le projet pour le rendre assez innovant, nous permet de gérer facilement les personnes à distance et de recevoir les retours relatifs aux différentes pannes et aux travaux à effectuer. D'accord. Parlant de digital justement, moi je vois là un projet c'est un projet physique, hein, c'est un projet de logement d'étudiants, c'est un projet très physique. À partir de quand tu le digitalises? Il est où le digital concrètement dans la gestion de ton projet? D'accord. Donc déjà, au vu de notre formation, on avait quand même acquis un certain background en termes d'informatique, d'innovation. Donc ce qui aussi nous a permis de savoir que dans notre projet, il fallait quand même ajouter une couche d'innovation afin de le distinguer d'autres éventuels projets qui pourraient exister. Voilà. Et donc la partie du digital nous permet par exemple à des clients qui ne sont même pas d'Abidjan, peut-être qui viennent de l'intérieur ou bien de l'extérieur de la Côte d'Ivoire, de pouvoir faire des réservations à distance. Au jour d'aujourd'hui, nous avons plusieurs étudiants, plusieurs personnes qui sont venues en formation en Côte d'Ivoire, qui viennent par exemple de la France, du Rwanda, du Tchad et d'autres pays de l'Afrique et du monde. Ok. Juste pour revenir, juste pour qu'on soit sûr, qu'on soit bien aligné, on parle bien de location mensuelle, hein. Ce n'est pas de petites locations saisonnières comme les appartements meublés qu'on connaît aujourd'hui. C'est des locations mensuelles. Effectivement. Et les résidents ont la possibilité de, je vais dire, un peu précommander leur place dans l'appartement avant d'arriver sur place. Et ça, c'est la bonne plus-value que vous avez trouvé à ajouter pour différencier, apporter du poids à votre projet. C'est bien ça. Effectivement. Ah, c'est très intéressant. J'ai envie maintenant qu'on aborde un petit peu les thèmes propres à la jeunesse. Ok. Moi, personnellement, quand je suis très très projet aussi. Hein. C'est juste que bon, j'ai pas encore un IT résidence comme toi, quelque chose qui me distingue. Mais je suis très très projet, très très esprit entrepreneurial. Et pour les personnes qui m'entourent, ce qu'ils craignent quand ils entendent mes idées de projet, l'ampleur de mes projets, c'est ma capacité de gestion financière. Est-ce que tu as les bonnes notions de finance pour gérer une entreprise d'une telle ampleur? Moi, je me dis aujourd'hui, 150 résidents, on n'est plus à un petit commerce. C'est une vraie entreprise à proprement dit et c'est une grande entreprise. Comment tu gères financièrement? Donc déjà, comme tout entrepreneur, dans les débuts, tu seras ton propre comptable. Mais après, il y a des cabinets de comptabilité qui vous accompagnent, des comptables en freelance. Donc, ce qui permet déjà de gérer l'aspect comptabilité. Maintenant, la question de finance, c'est une question encore plus profonde qui émane beaucoup du comportement que de ce qu'on voit. La finance, c'est le comportement. Comment est-ce que tu dépenses? C'est surtout ça. Mais moi-même, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que tu dispatches? Comment est-ce que tu fais pour ne pas te retrouver en train de vivre dans les bénéfices de IT Résidence, par exemple? D'accord. À la base, comme on le dit, l'agent du business n'est pas ton agent. Donc ça, c'est une notion assez répandue. Il faut savoir que l'agent du business n'est pas ton agent. Parce qu'il y aura les bailleurs à payer, les factures à payer, les réparations à effectuer, les problèmes des résidents à prendre en charge. Mais quand tu lançais ton projet, tu as parlé de ses proches qui vont venir apporter de la crédibilité ou bien apporter une aide financière parce qu'ils voilà, ils croient en toi, ils ont confiance en toi et tout ça. Donc, tu parles quand même d'un financement officieux, d'accord? Ce n'est pas un prêt bancaire, ce n'est pas un financement d'une structure quelconque. C'est vraiment un financement officieux, quelque chose que tu rassembles. Comment tu fais pour ne pas te dire qu'avec toutes les galères que tu as vécues pour rassembler l'argent, là, tu mérites de vivre un peu dans ton argent? C'est ton argent? Okay. Donc, déjà, disons que en termes de financement de projet, surtout qu'on vient de commencer, c'est difficile, on ne dira pas impossible, mais vraiment très difficile d'avoir un financement bancaire parce que tu n'as pas de preuves. La banque s'appuie sur des preuves concrètes, des garanties financières. Comme les banquiers aiment le dire, ils ne financent pas des projets, mais ils financent une activité. Pendant ce temps, tu n'as pas encore d'activité. Voilà. Donc, la première source de financement possible,
c'est le love money. Voilà. Et donc, lorsque tu reçois un financement pour un projet qui te tient à cœur, tu seras à même d'investir tout le financement dans ce projet, à moins que le projet ne te tienne pas assez à cœur. Donc, comme on le dit, c'est la vision. Quand la vision est déjà établie, on a l'amour de ce qu'on veut faire, on se donne tous les moyens qu'il faut. Tu peux être rejeté peut-être en allant demander un financement, tu peux être rejeté. Mais il faut noter aussi que ces financements, aux personnes à qui tu leur demandes, là, il faut aussi leur proposer des contreparties. Et c'est tout ça aussi la stratégie. On ne demande pas de financement aussi comme ça à quelqu'un, sans qu'il y ait un semblant d'intérêt aussi. Donc, il faut que la personne ait un semblant d'intérêt. Si par exemple c'est ta maman, son intérêt c'est de voir son enfant réussir. Voilà. Donc, même en partant vers ta maman pour lui demander un prêt, c'est de mettre peut-être cette réussite-là devant qui va peut-être te donner à toi l'indépendance de ne plus forcément dépendre de ce qu'elle te donne. Donc là, c'est un avantage pour elle. Quand tu vas par exemple voir un ami, dans mon cas, il y a eu la famille qui a investi. Il y a eu également des amis qui étaient là au départ comme des associés. Okay. Voilà, donc c'est de toujours leur proposer quelque chose et c'est de là que le financement va. Je vois, c'est bien intéressant. J'aime la rigueur dont tu fais preuve quand tu parles de gestion des finances personnelles et puis gestion du budget et des finances de l'entreprise. Ça montre ton sérieux, ton implication dans ton projet. Et aujourd'hui, forcément, c'est ce sérieux, c'est cette rigueur-là qui est récompensée par l'ampleur du projet. J'insiste sur 150 résidents, c'est pas petit quand même. Et ça me donne envie de parler de vision. Sur le long terme, tu as parlé de, bon, moi je le sais, tu me l'as un peu dit avant, de l'étendre à l'Afrique. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on est déjà en dehors d'Abidjan? Et est-ce que tu penses à d'autres choses que des locations, genre que des appartements que tu loues, que tu ensuite sous-loues à ces étudiants? D'accord. Actuellement, nous sommes sur un projet de construction du mur. Voilà, parce que vu la réalité du terrain et les difficultés, par exemple, à gérer plusieurs appartements un peu dispersés, voilà, on constate qu'en ayant les appartements sur un lieu bien défini, par exemple un immeuble, la gestion devient un peu plus facile et il y a plusieurs services en parallèle qui peuvent être proposés. Quand on avait quand même commencé à proposer certains comme la restauration, la blanchisserie, le service de pressing et tout ça. Donc, s'il y en a tous les appartements, s'il y a un immeuble, il y a plusieurs services qui peuvent être proposés. Par exemple, au lieu que nos résidents sortent à chaque fois pour aller chercher à manger d'autres produits peut-être dans les supermarchés, si on a un immeuble avec tous les résidents, vous voyez que déjà, là aussi, c'est une source de revenus supplémentaires. Donc, en tant que businessman, c'est de penser en fait à comment accroître ses revenus en proposant des services qui vont, eux, les arranger. Ce qu'ils gagnent en retour, c'est quoi? C'est qu'ils n'auront plus peut-être à parcourir 100 mètres pour aller chercher une boutique, pour acheter quelque chose, mais ils auront juste leur boutique en bas. Donc ça les arrange. Qu'est-ce que moi j'ai en retour? Je commercialise. Ça, En fait, tu dis ça, je rigole, mais j'ai envie de te poser la question. Je me permets de la poser. J'espère que tu vas y répondre. En ce moment-là, tu as quel âge? Quel âge tu as actuellement? 26 ans. 26 ans. Et à 26 ans, tu as pour ambition de... Ça, c'est des cités, ce que tu décris pratiquement. C'est des cités. Tu veux que des personnes vivent entièrement avec ce que tu leur mets à disposition. C'est des boutiques, c'est des pressings, peut-être sur le long terme, des restaurants, des espaces de loisirs. C'est un projet à très, très, très grande envergure, très grande échelle. Et c'est déjà quelque chose que je salue. C'est très audacieux de penser à ça. Je sais que tu vas arriver à bien le faire parce que tu as de très bonnes notions de gestion de projet, gestion des finances de projet, de conduite de projet, tout ça. Donc, on est déjà bien parti. Mais je veux qu'on parle un petit peu de la rentabilité quand même. Pour penser pareillement, il faut que niveau rentabilité, on soit quand même bien calé. Aujourd'hui, à 150 résidents, si on se le permet, tu estimes ta rentabilité annuelle ou mensuelle à combien pour te permettre de penser à des projets lourds comme ça? Déjà, comme je le disais, l'entrepreneur pense toujours à des projets qui dépassent ses revenus. Voilà, actuellement, avec un chiffre d'affaires de plus de 75 millions annuels, je pense que ce n'est pas quand même impossible de penser à se construire un immeuble et c'est quand même à portée de main. Voilà, comme on l'a dit, on n'a jamais commencé avec tous nos fonds et on ne continue pas aussi forcément avec tous nos fonds. Donc, il y a des investisseurs et comme on avait parlé tout à l'heure, la vente de licences d'exploitation. Il y a quand même des personnes qui sont prêtes à acheter des parts d'action, c'est-à-dire des parts dans ce que tu fais, pour avoir, comment on appelle, une rémunération là-dessus, peut-être sur un temps donné. Voilà, et nos licences d'exploitation consistent à vendre par exemple
un appartement tout fait à quelqu'un avec tout le nécessaire à l'intérieur, mais qui ne gère pas lui-même parce qu'il n'a pas forcément l'expérience de la gestion et qu'on gère pour lui sur un temps donné. Voilà, qui lui permet de faire une rentabilité à son niveau. Nous aussi, qui nous permet d'agrandir notre activité. Par exemple, vous avez vendu une licence d'exploitation de peut-être 5 appartements à une personne. Ça vous permet aussi d'ouvrir 5 autres appartements, donc c'est le projet qui s'agrandit. Voilà, donc sur cette base-là, je pense que construire un immeuble, voire plusieurs immeubles, c'est pas impossible, c'est quand même à portée de main. C'est de plus en plus épatant. Juste pour qu'on soit bien aligné sur ce qui est en train de se dire là, on est face à Dao, qui a 26 ans, qui lance IT Résidence en 2020, quand il a 21 ans. Un projet déjà dont la concrétisation nécessite qu'il ait 3 millions. Il ne les a pas forcément. Il fait avec les moyens du bord, la famille, les amis, les associés. Il lutte comme il peut, il met en place son projet. Aujourd'hui, 4 ans après, quand même, on est en 2025, donc 4 ans après, on voit la vision de ton projet, enfin la vision que tu as de ton projet, c'est clairement un projet de très 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 grande envergure. C'est totalement à saluer. Ça a une bonne rentabilité aussi quand même. 75 millions annuels de chiffre d'affaires, c'est très très bien pour ce âge déjà. On va aller de félicitations en félicitations, mais je suis obligée de te féliciter. C'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent, qu'on n'entend pas souvent. Et c'est pour ça qu'il était important pour moi de mettre en lumière des profils comme ton profil à toi. Tu vois. C'était vraiment important d'en parler. Vous êtes les gens de l'ombre, mais qui font un bon travail. Vous faites un bon travail et ouais, c'est quelque chose qu'on doit saluer et qu'on doit mettre en lumière. J'ai un peu envie de dire qu'on n'a pas abordé, bon, si, on a abordé beaucoup de thèmes entrepreneuriaux, mais est-ce qu'on a autant que je souhaitais parler des thèmes propres à la vingtaine? Je vais venir sur un thème qui revient de plus en plus. La déprime, ce n'est pas la dépression, c'est la déprime. Quand on conduit un projet entrepreneurial, j'ai pu le voir avec des amis entrepreneurs et moi-même qui me lance dans l'entrepreneuriat, on a plein de défis, mais vraiment les imprévus, ça coule de source. Il y en a tout le temps, il y en a partout. Très vite, je ne vais pas juger l'état de ton mental, mais très vite quand même, tu baisses. Le moral descend, tu es dans ton état de déprime. Est-ce que ce sont des choses que tu as déjà vécues? Et si oui, comment toi tu les surmontes? Ok. Donc déjà, disons que tout entrepreneur fait face à des défis psychologiques. Je prends au début du lancement de mes activités. L'entrepreneur, c'est celui qui vend, qui vend la peau du loup sans même l'avoir tué. Voilà. Et donc, si quand même vous avez vendu la peau d'un loup gris et qu'après vous vous rendez compte que sur le terrain, les loups qui sont disponibles, ce sont les loups noirs. Là, ça devient compliqué. Ok, donc tu seras obligé d'apporter la peau du loup noir. Maintenant, il y a la question de la crédibilité qui va commencer à être mise en doute, soit par les clients. Donc, certains vont peut-être commencer à se retirer qui avaient peut-être voulu commander, ils vont commencer à se retirer. Et quelqu'un qui voit, par exemple, quelque chose qui est en train de monter, en train de baisser, il faut avoir un moral assez solide pour faire face. On avait peut-être une liste de réservation de 25 personnes, tu te retrouves peut-être à une liste de 15 personnes. Tu vois on commence à douter, tiens, est-ce que ça vaut la peine de lancer? Est-ce que ça ne va pas continuer de chuter? C'est comme les valeurs en bourse, est-ce que ça ne va pas continuer de chuter ou est-ce que ça ne va pas remonter? Mais l'entrepreneuriat, c'est la foi, la persévérance et la vision. Donc c'est la foi qui va te permettre de dire, si on a pu atteindre le 25, même s'il y a quelques-uns qui ne sont plus intéressés, on peut en trouver. Donc c'est question de foi. Voilà. Et donc le volet psychologique joue beaucoup dans ce genre de cas. Lorsqu'on voit qu'on est en train d'évoluer, après on commence à baisser, on abandonne, on laisse tomber, non. Donc c'est celui qui peut se battre jusqu'au bout pour atteindre ses objectifs. Je vois. Franchement, tu as presque l'air d'être un vingtenaire parfait. Presque, parce que la perfection n'existe pas. Tu as presque l'air d'être un vingtenaire parfait. Tu gères très bien, en fait, cette période reconnue comme étant charnière. Là, on se pose beaucoup de questions, on ne s'en sort pas. Surtout quand on conduit un projet entrepreneurial, quand on passe par les hauts et les bas comme ça. Se dire qu'il faut s'accrocher à la foi, à la vision, c'est très, très résilient et c'est justement même, je vais me répéter, ce que j'ai envie de mettre en avant dans ce podcast et je suis très contente de voir qu'on aborde ces thèmes. Il y a un autre thème encore qui lui me tient personnellement à cœur, c'est la question de l'équilibre de vie. Tu vois. Déjà, j'ai envie de savoir si tu exerces dans une entreprise ou ailleurs dans le domaine dans lequel tu t'es formé, donc le domaine académique IT.
D'accord. Donc, disons qu'à côté de l'informatique, à côté de l'immobilier, on a des services informatiques, voilà, qui aident aussi d'autres PME à digitaliser leurs différents processus, comme nous avons pu digitaliser les nôtres. Voilà. Sur deux projets entrepreneuriaux, on peut citer que les deux. Voilà. Mais il faut que le projet puisse avoir des liens. Il faut qu'il y ait quand même un pont entre les différents projets. Par exemple, l'entreprise informatique peut permettre de digitaliser les services de l'immobilier. Donc ça fait que pour digitaliser nos services, on n'a pas forcément besoin de services externes. Tout est à portée de main, les redressements, les différentes mises à jour. Donc c'est facilement gérable. Donc ce qui nous permet quand même d'être assez compétitifs. Est-ce qu'il y a des conseils avec ton parcours, tout ça, que tu aurais voulu connaître avant de te lancer? Des choses que tu aurais voulu savoir avant de te lancer dans D'accord, tout ça? donc déjà en termes de conseils, je vais rejoindre Napoléon Hill. Je vais rejoindre Napoléon Hill, un peu dans les conseils qu'il donne. C'est de pouvoir se maîtriser quand on veut réussir. Voilà, d'autres vont appeler ça l'autodiscipline. C'est de pouvoir se maîtriser. Voilà, sur le plan, par exemple, amoureux, sur le plan du travail, de choisir ce qu'on veut faire et ce qu'on ne veut pas faire, de le laisser tomber. Voilà, c'est surtout ça, pouvoir se maîtriser, ne pas tomber dans l'abîme. Voilà, ne pas tomber également dans la dérive qui consiste par exemple à commencer quelque chose, tomber dans une autre chose qui n'a rien à voir, laisser tomber, abandonner à chaque fois qu'on Ça, ce avance. sont les choses que tu aurais voulu savoir avant de commencer. Effectivement. Là, ça sous-entend un peu que tu as fait tout ça. Que tu es tombé dans la dérive, que tu as été sur plusieurs plans. Non, pas que je suis tombé dans la dérive, mais après, quand on veut gérer plusieurs projets qui n'ont rien à voir, ça devient compliqué. Voilà, donc il faut trouver, comme je le disais tout à l'heure, une ligne directrice entre les projets. Voilà, c'est pas nécessaire de... Même quand par exemple tu veux faire du commerce, si dans l'espoir de faire du commerce, c'est peut-être d'avoir une nouvelle source de revenus, peut-être pour t'aider à construire plus rapidement ton immeuble que tu veux construire. Tu vois que ça va dans le même sens, l'objectif reste un. Voilà, l'objectif reste le même. Donc c'est de ne pas tomber dans la dérive. Et surtout le problème de beaucoup de jeunes aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, c'est un peu le fait de courir de gauche à droite. Voilà, dans des relations amoureuses peut-être assez dispersées. Bon, tu as ton projet à gérer, tu as deux copines à gérer. Bon, après, c'est un peu compliqué. C'est ça. Voilà, et surtout aussi d'éviter de tomber dans le piège du luxe. On ne peut pas vouloir être en train de s'aimer et être en train de récolter en même temps. Donc, un moment de sémence et un moment de récolte. Donc, pendant qu'on travaille, qu'on est jeune, c'est de pouvoir faire fi des vêtements luxueux et tout ça. C'est en même temps de très beaux conseils que tu donnes à toutes les personnes qui nous écoutent et à moi aussi. Ouais, c'est beaucoup de bons conseils que tu nous donnes. Et j'ai envie de dire que pour prolonger, en fait, puisque là, j'entends de vraiment nous faire partager quelque chose de très intéressant, pour prolonger, permets-toi d'aller au-delà des conseils que toi, tu aurais voulu recevoir. Donne des conseils que, voilà, quoi, selon ton parcours, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil pour que voilà, des personnes te suivent. Donc déjà, moi, le premier conseil que je peux donner à quelqu'un qui veut se lancer en entrepreneuriat, c'est d'avoir une idée qui répond à un besoin. Quand on est convaincu que ça répond à un besoin, de tester un prototype et de le tester coûte que coûte. On doit accepter de perdre parfois. Voilà, si on a trop peur de perdre, on ne peut pas prendre le risque de gagner. Donc il faut savoir que le fait que ça ne marche pas fait partie des éventualités. Mais même si ça ne marche pas, on ne va jamais abandonner jusqu'à ce que ça marche. Donc là, c'est le premier conseil pour se lancer. Nul n'est sûr à 100% que son projet va marcher. Donc c'est la partie de la foi qui est là. Donc on conçoit le projet, on teste un prototype. Le prototype, c'est toi qui l'investis. Par exemple, lorsqu'on prenait l'argent, une partie des clients, une partie de la famille, rien ne garantissait que ça allait marcher, mais c'était la partie du risque. Et c'était l'obstacle à franchir pour arriver là aujourd'hui. Donc, lorsqu'on a une idée, c'est vraiment de tester le prototype et d'accepter de mettre ce qu'il faut mettre. C'est vrai qu'on peut perdre, mais on veut gagner. Donc, le désir de gagner doit être plus élevé que la peur de perdre. Donc, ça, c'est vraiment la première étape. Ensuite, la deuxième étape, c'est la gestion. Oui. Voilà. Surtout quand on est jeune, on aura des collaborateurs peut-être qui ont l'âge de nos parents. Avec nos résidents aujourd'hui, on a quand même des résidents qui sont en formation professionnelle, qui sont des personnes très âgées.
Voilà, mais vu qu'ils rentrent dans le critère d'étudiants, d'apprenants, donc ils sont acceptés dans notre projet. Mais la plupart des temps, c'est ce genre de personnes, ce sont des personnes qui ont peut-être l'âge de tes parents que tu vas devoir gérer. Même parmi les collaborateurs, des personnes qui sont 3 à 4 fois plus âgées que toi, que tu vas devoir gérer. Donc, comment est-ce que tu vas arriver à leur faire comprendre que tu es le capitaine du bateau? Parce que dans une équipe, il faut un capitaine. On ne peut pas être là et puis il n'y a pas de responsabilité. Donc, comment est-ce que tu vas pouvoir leur faire comprendre ça? Donc, ça demande aussi une certaine maturité en termes de gestion d'équipe. Écoute, on a fait le tour. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce que tu viens de dire, ce que tu viens de donner comme dernier conseil. Je dénote en même temps beaucoup de sagesse. Au-delà d'être une personne instruite par la vie, tu as aussi beaucoup de sagesse. Tu es très sage dans tes manières de penser, de réfléchir, de formuler les choses. On a pu bien le voir au travers des conseils que tu nous as donnés. Et oui, je pense que quand même, si on prend la peine de suivre les choses qui viennent de nous dire, de faire l'effort d'avoir un moment de semence, un moment de récolte, on est parti sur une bonne base. Énormément de conseils pratiques que tu viens de nous donner. Et j'ai envie de clôturer notre échange sur ça. Sauf si voilà, tu as quelque chose d'autre à rajouter, tu aimerais laisser un mot. C'est toi l'invité. Donc, je crois que mon mot de fin serait peut-être d'encourager les jeunes comme moi qui veulent se lancer, même quand ils sont encore sur les bancs, de ne pas hésiter. Voilà, l'entrepreneuriat ne va pas t'empêcher de réussir tes études. Je crois que depuis la licence, j'ai pu faire jusqu'au master. Donc, ça ne va pas t'empêcher de réussir tes études. C'est vrai, tu auras plus de responsabilités par rapport à un étudiant qui est juste étudiant, mais quand même, tu auras plus d'expérience de la vie. Et comme on sait qu'après les études, c'est la vie, donc tu as une longueur d'avance. Même si après, tu deviens travailleur, mais quand même, tu as une longueur d'avance et tu auras beaucoup à apprendre dans la vie. Donc, c'est de ne pas hésiter, de se lancer, de mettre les moyens qu'il faut et d'être des acteurs vraiment qui contribuent au succès de l'Afrique. Voilà, je pense que l'Afrique est un continent qui a beaucoup de challenges et de défis à relever. Donc, en tant que jeune, cela doit faire partie de nos priorités et on doit s'en soucier. Donc, c'est de ne pas rester inactif, de chercher à ajouter sa pierre à l'édifice. C'est magnifique, je ne veux rien rajouter, c'est si joliment dit, c'est bien dit. Tout le monde a, je pense, très bien compris. Chacun pourra tirer son bénéfice de cet échange qui, pour moi, en tout cas, a été, je pense, jusque-là, le plus enrichissant de la journée. Je n'en ai pas eu beaucoup, hein, c'est pas pour dénigrer. Je n'ai pas eu beaucoup d'échanges, mais je veux dire que ça a été un très bel échange, ça a été instructif en tout point, que ce soit technique au niveau de la gestion, au niveau de la gestion aussi de la vie, de comment il faut garder l'équilibre. On a été vraiment sur tous les fronts et tu as très bien géré. Et donc, j'aimerais clôturer notre épisode sur ça. Mais avant, nous, on a une petite politique ici, avant de vous laisser partir. On se permet de vous donner de petits canets. Oui, de petits canets, parce que pour les audacieux que vous êtes, pour les jeunes leaders que vous êtes, les idées fusent. Ça vient à tout moment, ça vient qu'on est partout, on a plein des idées. Donc moi, parce que vous me donnez la chance, le plaisir de vous recevoir, je me permets de vous laisser un petit cadeau. On va me le passer, c'est un petit carnet, comme ça. Voilà. C'est un petit carnet, je vais rapidement le présenter. Voilà. Je l'appelais le carnet des audacieux. Je le donne par mérite. Et j'estime que tu l'as amplement mérité. Donc, je vais te prier de bien vouloir m'accepter ce petit présent en guise de remerciement pour être passé à mon émission. Ok, merci bien. Vas-y, solennellement. Ok, solennellement. Ok, super, merci bien. Merci avec une audace. Super, on va clôturer cet épisode sur ça. Si vous avez aimé partager cet épisode avec nous, partagez-le autour de vous, parlez-en. N'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre et on se dit à très bientôt pour le prochain épisode. D'ici là, continuez de croire en vous, continuez d'oser et n'oubliez pas, la méthode n'est pas juste une crise, c'est un champ de possibilités à conquérir. On se dit à très bientôt. Bisous.